La voyez à l'écran. En arrière. Donc, nous allons avoir une discussion avec la COMSA sur le sujet des villes subsahariennes, sur l'appel pour les énergies renouvelables. Sachez que nous allons avoir aujourd'hui quelques aspects logistiques à vous exposer. Tout d'abord, nous avons l'interprétation qui est disponible en français ainsi qu'en anglais. Comme vous le voyez en bas de votre écran, il y a un bouton, il y a marqué interprétation et vous pourrez choisir si vous souhaitez avoir accès à l'interprétation en anglais ou en français. Je crois qu'on a également un présentateur qui va prendre la parole en français. Donc pour les anglophones, vous aurez peut-être besoin également de l'interprétation. Il faut que tout le monde soit à l'aise pour entendre les différentes interventions. Un autre aspect logistique, il est important que vous éteigniez votre micro lorsque vous ne prenez pas la parole. N'hésitez pas également à poser des questions, puisque à la fin de la session, il y aura une session de questions-réponses. En bas, vous voyez en bas de votre écran marqué Q et A, donc n'hésitez pas à poser vos questions via cet espace. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Peut-être qu'on s'arrêtera après une ou deux présentations pour en passer en revue. Mais à la fin de cette réunion, on aura une session dédiée aux questions et réponses. Donc, n'hésitez pas à poser des questions qui sortent un peu de l'ordinaire. Par ailleurs, n'hésitez pas à allumer votre vidéo lorsque vous prenez la parole, mais l'éteignez-la quand vous ne prenez pas la parole. Et enfin, sachez que cette réunion sera enregistrée et l'enregistrement sera partagé avec vous après ce webinaire. Donc, est enregistré, comme je l'ai dit tout d'abord. Je vous donnerai quelques informations sur la COMSA, la Convention des maires en Afrique subsaharienne. Je fais partie de l'unité de soutien du GIZ. Donc, c'est un aspect régional de la COMSA avec plus de 200 signataires en Afrique subsaharienne dans 35 pays, donc gouvernements locaux. Ça couvre beaucoup de pays. Il s'agit d'une approche du bas vers le haut. Et les gouvernements locaux peuvent, de manière volontaire, y adhérer. Et dans le cadre de l'action, du plan d'action climatique et de l'énergie. Et il y a des différences dans les différentes régions, à savoir que les plans d'action incluent également le pilier lié à l'accès à l'énergie. Donc, il ne s'agit pas uniquement d'un plan d'action climatique, mais également un aspect lié à l'énergie. Et les gouvernements locaux nous l'ont dit et nous ont demandé d'ajouter cet élément, car pour eux, c'est une vraie priorité afin d'assurer l'accès à l'énergie. De mon expérience, puisque j'ai travaillé au Cameroun, on a plus de 56 signataires là-bas. On a d'ailleurs fait un sondage pour voir sur quel type de projet d'infrastructure ils voulaient que nos administrations travaillent. Et la grande majorité nous a dit que l'accès à l'énergie et l'énergie renouvelable était une vraie priorité pour eux. Et je suis ravie que nous ayons cette session organisée aujourd'hui. Et aujourd'hui, cette session fait partie du lancement du Renewables in Cities et du rapport 2021 sur le statut mondiaux, notamment sur l'Afrique subsaharienne. Je crois que c'est quelque chose de très intéressant et de très important. Il est disponible en ligne. N'hésitez pas, il y aura d'ailleurs une présentation sur ce rapport et je crois qu'il y a toujours beaucoup à apprendre de ce type de rapport. C'est toujours intéressant de voir comment les énergies renouvelables sont utilisées par les villes et les chiffres sont clairs. REN 21 fait de son mieux pour présenter les chiffres qu'ils trouvent, qu'ils arrivent à obtenir, et il y a beaucoup à faire en matière de données, de collecte des données en matière d'énergie dans les villes d'Afrique subsaharienne. C'est un vrai sujet également, les données, et ça fait partie également du plan d'action climatique. On a été en mesure d'avoir des données plus fiables afin d'avoir un vrai paysage. Avant d'avoir la présentation sur les chiffres, j'aimerais vous poser quelques questions. N'hésitez pas à écrire dans la session de questions-réponses pour
Si vous avez dites-nous qui pense il y a une ville en Afrique subsaharienne qui a réussi à atteindre. Pensez-vous qu'il y a une ville en Afrique subsaharienne qui a réussi à atteindre le potentiel en énergie renouvelable de 5 ans? Donc, si c'est oui, dites-nous oui ou non. Si vous pensez qu'il y a réussi à atteindre son potentiel de 100 ans, pensez-vous qu'il y en a une d'ailleurs, voir si c'est le cas dans quelques instants. Donc, dites oui. Là, donc, plus de 90% des énergies renouvelables fournit l'énergie en Afrique subsaharienne. Et c'est plus que ça, veut dire. C'est juste pour vous donner une seconde de réflexion. Je crois que la deuxième partie de l'information ici, c'est que d'un côté, vous voyez la situation actuelle. Et plus on est, là, on est plus optimiste si on regarde le potentiel solaire, éolien, bioénergie. Il y a une grande majorité de ces demandes d'énergie qui pourraient être satisfaites par les énergies renouvelables. C'est possible, techniquement, c'est possible. Par ailleurs, c'est la première option en matière de renouvelables. Nous devons simplement trouver des solutions. Comment atteindre ces objectifs? Je crois que c'est une phase très intéressante. C'est très important de voir ce rapport pour voir où nous en sommes, pour voir comment on arrivera à atteindre cet objectif à l'avenir. En matière de politique, en matière de financement, il faut bien entendu travailler sur cela. Et avant de donner la parole à notre premier orateur, un point pour vous donner une idée de cette session, pour faire une introduction de cette session, une présentation. Nous aurons donc 3 orateurs différents après mon introduction. Donc, nous allons donner la parole à Rana Adib, directrice exécutive de Rennes 21, qui va donc nous parler de ce rapport. Elle va notamment se concentrer sur l'Afrique subsaharienne, et ensuite de quoi on aura 2 interventions. Une par Joy Nana et par professeur Abdaki également, qui va prendre la parole un peu plus tard, professeur à l'université de Lomé. On va donc avoir des informations vraiment tangibles sur ce qui se passe en Afrique subsaharienne pour avoir une meilleure compréhension du paysage à l'heure actuelle. Rana va donc prendre la parole dans un instant après la présentation. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs je vous ai demandé de poser des questions dans la section de questions et réponses. Nous allons avoir 20 minutes de discussion interactive, donc n'hésitez pas à poser des questions pour rentrer vraiment dans le vif du sujet, pour creuser un peu plus sur les sujets qui vous auront été proposés et présentés. Comme je l'ai dit, je vais m'arrêter ici et donner donc la parole à Rana, qui travaille pour Rennes, pour le 21e siècle. Rennes 21, c'est un réseau public-privé multipartite qui travaille sur les questions liées à l'énergie. Rana est directrice exécutive.
Elle travaille chez Rennes 21 depuis très longtemps. Elle a été coordinatrice de la recherche et elle est à la tête de ce rapport qui est une référence internationale en matière d'énergie. Je me souviens, il y a quelques années de cela, j'ai rencontré Rana et elle m'a dit on doit pousser les questions liées aux renouvelables dans les villes. Donc, je suis ravie de voir ce qu'elle fait en matière d'énergie renouvelable chez Rennes 21 et c'est vraiment très pertinent d'entendre parler de ce rapport. Je vais arrêter de partager ma présentation. Rana, vous avez la parole. Merci beaucoup. Effectivement, merci de m'avoir fait regarder dans le rétroviseur. C'est vrai qu'on en a parlé, on a parlé des énergies renouvelables il y a quelques années. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je vais faire ma présentation en anglais. Je suis ravie que cet événement ait été organisé. Non seulement il s'agit d'une opportunité pour parler du rapport sur le statut mondial des énergies renouvelables de Rennes 21, mais également d'avoir un débat sur le sujet. Et en particulier, on a cet événement qui est organisé avec différents partenaires et qui ont rendu cet événement possible. Et nous allons donc nous concentrer particulièrement aujourd'hui sur l'Afrique. On voit ici que l'énergie renouvelable est une vraie opportunité pour atteindre l'agenda urbain. Donc, j'ai hâte d'avoir cette discussion avec vous. J'aimerais remercier la COMSA, tout d'abord pour le soutien qu'ils apportent au rapport sur le statut mondial des énergies renouvelables, mais également d'avoir organisé cet événement aujourd'hui. Je vais maintenant partager mon écran avec vous. J'espère que cela fonctionne. Est-ce que vous pouvez me dire si ça fonctionne? Dites-le moi, si vous voyez mon écran. Moi, je le vois, oui. Formidable. Donc, très bien. Robert a dit que nous étions, mais j'aimerais souligner quelques points sur Rennes 21 et la raison pour laquelle je crois qu'il est important d'en parler. Je vous invite d'ailleurs à vous joindre à nous. Rennes 21 est une communauté de différents acteurs mondiaux, donc d'ONG, de gouvernements, d'acteurs de la science, mais également de l'industrie. Nous travaillons ensemble afin de mettre en place une transition énergétique sur le renouvelable. Ce qui est intéressant dans cette communauté, c'est que nous souhaitons capitaliser sur une intelligence décentralisée. Et c'est exactement ce que fait ce rapport. Il capitalise sur l'expertise des différents membres partout dans le monde. Pardonnez-moi, je n'arrive pas à passer à la diapo suivante. Donc, le rapport 2021 est la deuxième édition d'un processus qui a commencé chez Rennes 21, qui se concentre sur la transition énergétique partout dans le monde. Et nous travaillons beaucoup sur le carbone, sur les énergies carbone. Il y a du reporting, mais on se rend compte que le renouvelable a un rôle à jouer important. Et donc, comprendre où nous est essentiel. Dans le cadre de ce rapport, vous verrez qu'il y a des informations sur les tendances politiques, sur les investissements du marché et sur les tendances aux communautés. Mais il y a également des sondages. Et c'est important pour comprendre ce qui se passe à l'heure actuelle en Afrique subsaharienne au sein des villes. Donc, je vous invite toutes et tous, bien entendu, à aller sur la page du rapport afin que vous puissiez en apprendre un peu plus parce que 10 minutes de présentation, ça ne sera pas assez pour comprendre exactement ce dont il ressort. Par ailleurs, on va lancer un site internet où vous aurez accès aux différentes informations en français. Alors, pourquoi est-ce qu'on se concentre sur le renouvelable dans les villes? À l'évidence, il y a une raison pour laquelle les villes sont des zones à impact important, parce que 75% de la population mondiale vit dans des zones urbaines, c'est 80% en Afrique. Ils consomment 3/4 de la consommation énergétique et ils représentent 55% de la population qui vit dans les villes. Donc, à nouveau, les villes sont extrêmement vulnérables au changement climatique et à ses impacts. Et c'est quelque chose dont on est de plus en plus conscient d'un point de vue notamment
subsaharien, 90% des villes sont situées sur des zones côtières. Et donc, il faut créer des infrastructures et des infrastructures énergétiques qui soient résilientes. Et c'est une vraie priorité. On voit également, si on regarde les avantages du renouvelable, c'est qu'il y a eu des avancées, des progrès énormes, notamment en matière énergétique. 26,4% de l'énergie, de l'électricité est de sources renouvelables. Et donc, on peut l'utiliser pour différents secteurs, notamment le transport. Mais on voit malheureusement que là, on est à 10,1% pour le thermique et 3,3% de renouvelables pour le transport. Et ça a tendance à stagner. Et je crois qu'il y a un message important à faire passer, à savoir que les énergies renouvelables ne sont pas uniquement de la technologie, ce n'est pas uniquement un problème de transition énergétique. Il y a beaucoup plus. Cela va au-delà. Et c'est quelque chose qui doit être reflété dans la manière dont les villes abordent l'énergie renouvelable. Il s'agit vraiment de... Et donc, créer un environnement qui soit plus sain, bien entendu, également de contribuer à l'atténuation et à l'adaptation au changement climatique, mais également de développement économique, puisque ça peut générer des revenus, entre autres. Et du point de vue des municipalités, à l'évidence, ça peut réduire les coûts et aider à gérer les budgets. Dans le contexte de l'Afrique subsaharienne, mais dans d'autres pays en développement, où l'énergie renouvelable a un rôle important à jouer en matière d'amélioration à l'accès à l'énergie et de réduction de la pauvreté. Joël va y revenir un peu plus dans le contexte subsaharien. Donc aujourd'hui, je vais surtout me concentrer sur l'international, puisque de toute façon, on aura un expert qui va prendre la parole sur la région subsaharienne en particulier. Donc voilà le message qui est vraiment très encourageant, surtout si on compare les résultats de 2021 à notre première édition du rapport sur les énergies renouvelables. Les villes reconnaissent clairement que l'énergie renouvelable est une opportunité pour atteindre les objectifs mondiaux, mais également pour les zones urbaines. 834 villes ont des objectifs en matière d'énergie renouvelable. On a des milliards de personnes qui vivent dans les zones urbaines, donc c'est énorme. 25% de la population urbaine vit dans une ville où il y a des politiques ou des objectifs en matière d'énergie renouvelable. Il y a aussi beaucoup de villes qui ont des engagements clairs avec des plans d'action. Et donc, le renouvelable, c'est un moyen pour atteindre les objectifs des villes en matière environnementale. On sait de plus en plus qu'il faut s'éloigner des énergies fossiles et c'est quelque chose qu'il faut souligner. Beaucoup de villes mondialement ont déclaré une urgence climatique et cela montre bien que l'énergie renouvelable est également un sujet qui est tout à fait lié à l'engagement des citoyens parce que l'énergie offre la possibilité de créer une alternative à l'énergie et à la consommation et au système énergétique en place. Voici quelques chiffres. Plus de 830 villes dans 72 pays ont des objectifs en matière d'énergie renouvelable. Vous voyez la répartition. Il y en a 19 en Afrique subsaharienne et la plupart du temps, il y a des objectifs qui sont plus ou moins ambitieux, mais de plus en plus, ils sont ambitieux. Ils se concentrent notamment sur différents secteurs, le transport, la construction, etc. Et ce qui est très intéressant de comprendre également, si vous vous penchez, d'ailleurs, vous le voyez là, donc vous avez ce graphique avec l'Amérique latine et l'Asie, on a un vrai engagement si on regarde les objectifs net zéro des villes. En 2020, ça a augmenté de fois 8, puisque en
2021, 800 gouvernements locaux dans 63 pays avaient des objectifs net zéro. La pollution de l'air est un vrai moteur en Asie et en Amérique latine pour essayer de réduire la pollution, puisqu'on sait que la circulation, les routes, etc., le secteur aérien également ont un impact important sur la pollution de l'air. Donc voilà les types de plans qui peuvent être mis en place afin de montrer l'exemple. La première étape, c'est bien entendu, et c'est quelque chose qu'on observe partout dans le monde, c'est qu'il faut montrer l'exemple de la part des municipalités. On a besoin que les municipalités montrent l'exemple. Donc, il faut tout d'abord avoir des processus d'achat en matière d'électricité renouvelable. Et c'est une vraie opportunité en lien avec la technologie liée à les renouvelables. Il y a la possibilité de créer des unités de génération d'énergie sur le terrain. En Afrique et en Afrique subsaharienne, je sais qu'il y a beaucoup de villes et beaucoup d'acteurs qui sont intéressés par ça parce que ça peut également améliorer l'accès à des sources d'énergie renouvelables fiables. Et donc, il y a différents partenaires qui peuvent être utilisés. Il faut que les gouvernements et les systèmes décentralisés afin que les villes puissent jouer leur rôle. Les villes doivent également encourager d'autres acteurs à s'engager dans la voie du renouvelable. Et je crois que c'est quelque chose qu'il est important de mentionner. Les villes doivent utiliser leur pouvoir de réglementation. Vous le voyez d'ailleurs, 32 pays en Afrique subsaharienne ont des politiques de réglementation, 3 qui ont des processus fiscaux et 3 qui ont des politiques financières avantageuses pour l'énergie renouvelable. Il s'agit vraiment de voir les deux approches différentes. Donc, il y en a qui veuillent inciter l'utilisation de renouvelables, alors qu'il y en a qui essayent d'éviter impérativement l'utilisation d'énergie qui pollue. De manière générale, si vous voyez le rapport, on a vu d'expérience que les villes sont très créatives et arrivent à mettre en place des activités pour atteindre leurs objectifs. À droite, vous voyez que les villes travaillent sur différents secteurs, donc l'électricité, mais il y a également le transport, il y a également le refroidissement et le chauffage des bâtiments. Vous le savez, c'est quelque chose de très important, notamment pour les villes vertes. L'énergie est essentielle. Il faut des systèmes d'électrification. D'ailleurs, vous voyez une photo de voitures et c'est vrai que les 2 roues et les 4 roues sont très importants, notamment dans le contexte subsaharien, puisqu'on a besoin d'une bonne intégration dans le système électrique et énergétique. Diapo suivante. Quels sont les obstacles à l'action municipale? Bien entendu, il y a parfois un manque de sensibilisation. On peut les contourner, mais je crois qu'il est important de souligner qu'il y a parfois un manque de connaissance que l'énergie renouvelable est une vraie opportunité, notamment dans les zones urbaines, afin d'atteindre les objectifs qui sont parfois même en dehors de l'aspect énergétique. En Afrique subsaharienne, historiquement, on s'est rendu compte que l'énergie et la planification énergétique est fait au niveau national, par les gouvernements nationaux. Et à ce titre, c'est fait de manière centralisée. L'énergie renouvelable amène une autre réalité qui va créer un changement de paradigme qu'on doit prendre en compte. Les villes peuvent
et c'est ce qui est nécessaire, ne pas forcément comprendre et reconnaître le rôle qu'elles ont à jouer en matière d'énergie renouvelable, alors qu'elles ont un vrai rôle à jouer. Par ailleurs, les gouvernements nationaux ne prennent pas forcément toujours en compte non plus ce rôle des villes. Et je crois que c'est un vrai élément en Afrique subsaharienne, on le voit. Et il y a également le problème lié au pouvoir législatif lacunaire. Et il y a des réseaux tels que la COMSA, mais ICLE, C40 ou d'autres initiatives régionales qui sont un point d'entrée pour avoir accès aux capacités, à plus de capacités par ailleurs. Et bien entendu, c'est le nerf de la guerre, les ressources financières, mais également l'accès au marché financier. Il y a aussi parfois des priorités, des politiques qui ne sont pas en accord. Quand vous regardez certains secteurs qui sont dépendants des énergies fossiles, même si la ville souhaite aller dans la direction du renouvelable, s'ils ont des entreprises, une industrie qui repose énormément sur des énergies fossiles et qu'il y a des mesures incitatives pour l'énergie fossile, c'est problématique et c'est au niveau national, d'ailleurs, le Cap, c'est une ville qui a bien montré à quel point ils peuvent contribuer également à changer les réglementations nationales et encourager les gouvernements nationaux à être plus ambitieux et donner aux renouvelables l'espace et le rôle qu'il doit avoir. Robert l'a dit d'ailleurs, les données, c'est un autre élément qui est essentiel. On a besoin de plus de données pour prendre des décisions éclairées. Je vous invite à ce titre à participer aux efforts de crowdsourcing parce que ça va vous permettre de montrer le potentiel des villes. Il faut impérativement que tous les acteurs soient impliqués. Et je terminerai sur cette diapositive. On se concentre sur le rôle des villes parce que la réalité, c'est que l'action, elle doit être au niveau local. Les actions locales, elles sont essentielles pour atteindre les objectifs régionaux, nationaux et mondiaux. Et à ce titre, cela signifie que nous avons besoin de donner aux villes les outils et la capacité d'agir et d'être plus en alignement avec les politiques nationales, mais également avec les politiques qui peuvent exister entre les différents secteurs, parce que la réalité est telle que l'énergie, c'est un sujet qui est transverse, et l'énergie, elle est partout. Donc, je vous remercie de votre attention. J'ai hâte d'avoir la discussion qui nous attend. Je vous remercie. Wow, c'était formidable. Merci infiniment. J'ai beaucoup apprécié votre présentation. Vous avez toujours cet effet wow. Parfois, on se dit que oh boy, il n'y a que quelques villes qui travaillent sur les objectifs, mais ces chiffres, ils sont assez impressionnants. C'est plus juste marginal, c'est un vrai mouvement, une tendance. Et d'ailleurs, quand on regarde les chiffres en Afrique subsaharienne, on le voit. Il y a un chiffre qui est plus humble, mais c'est un chiffre quand même. Je sais d'ailleurs que Joël plutôt va parler de l'Afrique subsaharienne en particulier, mais j'aimerais vous demander à toutes et à tous si vous avez déjà appris quelque chose au cours de cette présentation. N'hésitez pas à nous le dire dans l'espace de chat. Qu'est-ce que vous retenez de cette présentation? N'hésitez pas à nous le dire dans l'espace de discussion. Est-ce que vous pouvez nous parler également des obstacles auxquels les villes sont confrontées au quotidien? N'hésitez pas, c'est typiquement ce qui nous intéresse. J'ai trouvé que c'était très très bien résumé, Rana. Donc n'hésitez pas à poster vos questions, vos commentaires. On regardera vos questions plus tard et on va continuer avec Joël. Joël Nana qui a d'ores et déjà été présenté. C'est l'expert sur l'Afrique subsaharienne. Il est coordinateur projet chez REN. Il travaille notamment sur les données et les modèles énergétiques en particulier. Donc Joël, ses yeux s'illuminent lorsqu'il parle de données et il a soutenu de nombreuses villes en Afrique subsaharienne pour développer leur plan d'action à l'énergie renouvelable. Il a travaillé à la planification énergétique de différentes villes. Donc c'est la bonne personne pour nous dire exactement ce qui se passe au niveau de l'Afrique subsaharienne, mais également pour parler et partager son expérience. Donc je suis ravie que vous soyez avec nous. Vous avez la parole. Merci Robert. Je veux juste m'assurer que vous m'entendez bien. C'est bon? Vous m'entendez? Superbe.
On vous entend, allez-y. Alors merci beaucoup Robert, c'était un plaisir également pour moi. Heu, Merci à ma collègue, je ne sais pas si j'ai une collègue avec qui je travaille, je ne sais pas si elle est ici, mais j'ai eu l'honneur d'être, co-auteure du chapitre sur, la situation des villes en Afrique subsaharienne. Donc je vais, capitaliser sur la, présentation de Rana. Merci d'ailleurs d'avoir donné un peu de contexte. Rana, je vais peut-être, répéter ce qui a d'ores et déjà été dit. Je vais essayer de ne pas trop m'appesantir sur les points qui ont déjà été abordés. Donc je me suis dit qu'il était intéressant, peut-être comme Robert l'a dit, de vous montrer, de parler des données. Mais là, bien entendu, je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Je voulais simplement vous montrer, la manière dont l'énergie est utilisée dans différentes villes d'Afrique subsaharienne, dans les différents secteurs d'énergie, dans les différents secteurs d'activité. Et bien entendu, la question clé pour moi, c'est que, étant donné qu'on parle du renouvelable, si on regarde là cette diapositive, quel est le rôle? Quel est le rôle des énergies renouvelables? Et je vais ensuite, conclure avec, une conclusion sur les opportunités et les défis. Peut-être que je vais répéter un peu ce qui a été dit par Anna, mais je vais surtout me concentrer sur les opportunités et le potentiel. Là, vous avez un graphique, sur l'énergie, la consommation énergétique de 5 villes, en Afrique subsaharienne. Elles ont été sélectionnées parce que ces villes représentent les 4 régions d'Afrique subsaharienne, mais également parce que elles ont des tailles différentes et des économies différentes. Le Cap, à l'évidence, consomme près de 2 tonnes, 2 fois plutôt, l'énergie consommée par les autres villes. Et ce qu'il est intéressant de voir d'ailleurs, c'est que vous voyez Kampala, Dakar et le Cap qui sont des capitales, on voit que le transport représente une grande partie de l'énergie consommée et de leur profil de consommation d'énergie. Et bien entendu, c'est parce qu'il y a plus de mouvements des gens, plus de population, plus d'infrastructures de transport, mais c'est également lié au fait que plus de la moitié de la flotte de véhicules a plus de 15 ans à Dakar, par exemple, donc ou 5 ans. Donc les véhicules sont assez vieux. Heu, Malheureusement, vous ne voyez pas ce qui se passe à Yaoundé et à Sévillé parce que c'est trop petit, mais si on se penche sur les plus petites villes, vous le voyez que, le secteur industriel est en train de grignoter des parts parce que dans les secteurs industriels n'est pas utilisé de manière efficace et le résidentiel a une part également très importante de l'utilisation de l'énergie. C'est ce qu'on voit et c'est ce qu'on voit au niveau régional, c'est ce qu'on observe au niveau régional. Au niveau régional, le secteur résidentiel, selon, l'AIE, représente 65 de la demande en énergie, alors que cela représente uniquement 32 au niveau mondial. Et si vous regardez l'intensité, énergétique, on se rend compte qu'en Afrique subsaharienne, on est aux environs de 40 80 4 17, heu, gigajoules par personne, alors que, ce chiffre se porte à 84, heu, gigajoules par personne au niveau mondial. Et si on se concentre non seulement sur les secteurs, mais surtout sur le type d'énergie consommée par les villes, eh bien vous le voyez, les le pétrole, le diesel, les carburants représentent une grande partie de l'utilisation énergétique des villes et c'est très lié au transport, bien entendu. À nouveau, si vous regardez Yaoundé et Sévillé, on utilise surtout le bois et le charbon. Et ça, c'est très lié à l'industrie qu'ils utilisent. Et ça m'amène au point suivant. Il est évident que les villes subsahariennes n'ont pas assez d'énergie si on compare au reste du monde. Elles ont besoin de plus d'énergie, elles en ont besoin tout de suite. Et bien entendu, cette énergie
Elle doit alimenter le secteur commercial, car nous le savons, l'économie et le développement de l'économie reposent sur le secteur commercial et industriel. Donc, afin d'encourager l'économie de ces villes, nous avons besoin d'alimentation énergétique pour ces secteurs. Donc, quel est le rôle de l'énergie renouvelable à ce titre? Si on regarde la situation actuelle, qui est problématique, quel est le rôle de l'énergie? Rana en a déjà parlé un peu plus tôt, donc je ne vais pas y revenir. Mais j'aimerais vous parler de l'exemple du Cap. En Afrique du Sud, il y a encore des coupures d'électricité. Cela a un impact sur l'économie sud-africaine. À cause de cela, et le fait que les panneaux photovoltaïques n'ont pas baissé, les prix n'ont pas baissé ces dernières années, ou plutôt, il a baissé, eh bien, il y a eu beaucoup plus de panneaux photovoltaïques installés en Afrique du Sud. Mais ensuite, en 2016, il n'y avait pas encore de normes pour l'installation des panneaux photovoltaïques. Donc, les gens les installaient sans réglementation. Et donc, la ville du Cap a décidé d'être pionnière et de proposer des lignes directrices pour les installations de panneaux photovoltaïques au Cap. Donc, ça a été publié en 2016 pour promouvoir l'installation de panneaux photovoltaïques en bonne et due forme. Et en plus, ils ont mis en place des processus de candidature, mais également des pratiques. Et ils ont mis en place différentes ressources qui étaient disponibles non seulement pour les consommateurs, mais également pour les installateurs. Donc, avec des tarifs de subventionnement. Et ça a offert aux consommateurs et aux installeurs de panneaux photovoltaïques, ça leur a fait comprendre ce dont la ville avait besoin en matière de capacité du réseau, etc. Et ça a été repris par la SEA et avec le soutien du GIZ. Et depuis, cette approche, elle a été appliquée à d'autres villes, d'ailleurs à 56 municipalités sud-africaines, grâce notamment au programme énergétique allemand sud-africain. Donc, pour aider les installateurs et les consommateurs à appliquer ces lignes directrices. Et l'Afrique du Sud a une concentration très importante de génération d'énergie solaire sur le terrain. Le Cap fait partie des villes pionnières et qui a une génération d'énergie plus importante. Là, vous voyez une photo de Kampala en Ouganda. Kampala est la plus grande ville et donc en matière énergétique, elle a un rôle essentiel à jouer, non seulement parce qu'ils ont beaucoup de véhicules de 2 roues et de 4 roues, mais également parce que vous avez beaucoup de vendeurs informels sur les routes et donc beaucoup de l'économie se passe sur les routes. Donc la ville reconnaît le problème lié au secteur du transport et c'est d'ailleurs, ça figure dans l'action, dans la stratégie et dans le plan d'action de la ville. On le voit, le secteur du transport a un énorme rôle à jouer. Par ailleurs, il est très important de voir comment la ville a décidé de capitaliser sur les partenariats publics-privés dont Rana a parlé un peu plus tôt, avec des startups comme Bodaway et Zembo, pour créer les conditions favorables pour faire en sorte que la ville permette aux véhicules électriques de rouler avec les infrastructures nécessaires. En Ouganda, l'électricité, elle vient du réseau pour la plupart du temps. Ça signifie qu'avoir des motos électriques qui vont charger à partir de ce réseau purement renouvelable, c'est un vrai avantage, non seulement en économie d'énergie, mais également en termes de réduction des énergies. Et maintenant, je ne vais pas parler des chiffres là parce que Rana s'en est occupée,
Je vais simplement parler des données, des chiffres ici que vous avez vus un peu plus tôt sur les objectifs en matière de renouvelables dans les Afriques subsahariennes. Ça a été possible grâce à différentes initiatives, le SAMSET, la COMSA, le C40, qui travaillent partout en Afrique subsaharienne. Donc, le programme du C40, MSO et d'autres partenaires. Donc, nous remercions tous les acteurs pour ces initiatives qui aident vraiment les villes à mettre en place des objectifs en matière de renouvelables. Et enfin, je souhaiterais parler des défis et des opportunités en matière de renouvelables. Surtout les opportunités, puisque, comme Rana l'a dit, il faut des politiques et des réglementations, en particulier en Afrique subsaharienne et au niveau des villes. C'est probablement d'ailleurs l'aspect le plus important et c'est probablement l'obstacle principal à l'adoption du renouvelable à l'heure actuelle. Nous le savons, nos villes n'ont souvent pas le mandat dans différents secteurs. Mais cela peut être également une opportunité parce que les villes, d'ailleurs, il y a différents exemples en Afrique subsaharienne ou des villes comme le Cap, hein, on en a parlé. Il y a des villes qui sont pionnières et qui proposent, qui sont force de proposition. Et donc, le Cap montre bien l'exemple. Il y a des villes qui essaient d'être force de proposition pour mettre en place des cadres de politique au niveau national. Accra, d'ailleurs, au Ghana, la ville a maintenant le mandat pour émettre des permis de construction. Et dans le cas d'Accra, ils ont mis en place le critère que si un promoteur immobilier souhaite faire une demande de permis de construction, ils ont mis des critères de renouvelables, de panneaux photovoltaïques, par exemple. Si c'est le cas, le promoteur voit sa candidature accélérée. Donc, ça fait partie de ce cycle d'incitation pour les promoteurs. Par ailleurs, il y a bien entendu l'autre objectif et l'autre défi plutôt, à savoir le manque d'accès au marché financier. C'est le cas parfois. Il y a des capacités limitées de la part des municipalités. Mais en même temps, on a vu des projets où les villes ont réussi, notamment à Mokoloki, au Nigeria, où la ville a mis en place un projet en particulier et ça a tellement bien marché. Ils ont tellement bien montré que c'était un système viable qu'ils ont réussi à attirer des financements. Et enfin, vous le savez, on a des données qui sont parfois éparses au niveau municipal à cause des contraintes liées aux capacités, etc. Mais en même temps, les villes peuvent jouer un rôle important. D'ailleurs, il y a un cas d'étude très intéressant au Sénégal, à Dakar, et dans une autre ville aussi du Nigeria, où les villes peuvent encourager les développeurs de réseaux et les communautés pour faire en sorte qu'ils aient accès aux données. Par exemple, combien de clients potentiels y a-t-il dans une municipalité? Quelle est la consommation d'énergie par foyer? Qui est plus enclin à payer? Donc, ce sont des données qui sont essentielles pour les développeurs, pour les investisseurs, au niveau de la conception des projets. Et ça peut être un vrai capitaliseur pour l'adoption des énergies renouvelables. Enfin, il y a le problème lié aux capacités en interne. Souvent, les municipalités n'ont pas les ressources humaines ni les capacités humaines. Nous, ce qui a marché, et ce qui a marché pour de nombreuses villes en Afrique subsaharienne, c'est qu'on a promu, on demande aux villes de travailler dans la mesure du possible avec des organisations locales. Rana en a parlé, elle a parlé d'initiatives globales telles que le C40, etc. Mais on le sait, il n'y aura jamais assez de soutien financier ou de soutien technique pour soutenir ces centaines et milliers de villes pour entreprendre ce travail. Donc les villes vont à nouveau devoir travailler avec ces associations locales pour faire du renforcement des capacités, travailler sur leur programme énergétique, leur politique et leur gouvernance énergétique pour faire en sorte que les villes mettent en place ce type de politique
et capitalise sur les capacités des villes, surtout où elles sont lacunaires. Sur ce, je crois que c'était ma dernière diapositive. Je serais ravie de répondre aux questions si vous en avez. Merci beaucoup et si vous avez besoin, je vous donnerai plus d'informations sur les études de cas. Merci beaucoup, c'était fascinant. J'ai trouvé ça très intéressant. Les chiffres que vous nous avez donnés, notamment sur les différentes villes qui font partie de la COMSA, étaient très intéressants. D'ailleurs, les études de cas dont vous avez parlé, c'était très intéressant. C'est ce qu'on voit, nous, dans notre travail quotidien, même avec les experts internationaux de haut vol. Il est parfois difficile d'identifier le mandat des villes en matière de renouvelables et ce qu'elles peuvent faire tout simplement, les villes. Et si on regarde les études de cas qui ont bien marché, le succès souvent, c'est quand les villes ont bien compris leur mandat et ce qu'elles pouvaient faire et parfois quand elles ont trouvé des vides juridiques dans les législations qu'elles pouvaient utiliser à leur, dans leur intérêt pour faire avancer les choses. Et malheureusement, on ne peut pas répliquer ça, ce cas dans les différentes villes en Afrique subsaharienne. Donc, il faudrait une magnitude importante d'innovation pour une meilleure adoption du renouvelable. On va maintenant passer à la dernière présentation, professeur Agbati, professeur et docteur en ingénierie et en efficacité énergétique à l'Université de Lomé. Il est un expert en développement de plans énergétiques et climatiques, en particulier dans la bioénergie pour la ville de Xévi. Il a d'ailleurs fait une étude sur l'accès, il a travaillé sur le plan d'action. Et donc, professeur, si vous pouviez allumer votre vidéo, nous vous donnons la parole pour votre présentation, pour parler de Xévi et du travail que vous avez fait. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous faire une présentation aujourd'hui. Donc, je vais essayer de faire mes présentations en français. J'espère que le son sera bon. Donc, je vais passer en français.
meet the demand of the region. Even when you have the network, you have the grid, you have demand, but energy doesn't reach this network. But even when you have the network, you don't have enough energy either. So even in rural, be it in rural areas or in more urban areas, in cities, the paradox remains. So we did a comparison with BIDEC, which allowed us to draw many conclusions. And in Togo, we're lucky, by the way, because our electricity plan, the national plan, only takes into account sustainable energies. So we have a lot of different resources, demand, or rather we have a lot of demand, but I would like to reiterate, production is the major challenge. We know that access, distribution are the main challenges. And now, fossil fuels should not be the only source of energy. We need sustainable energy to be accessible. And when you want to have access to energy and to sustainable energy, we need to have access to energy that is not highly polluting. We need this technology, but most of the time technologies and funds are what is missing. So we did a mapping. We tried to think about a proposal to come up with solutions that cannot be a one-size-fits-all type of solution. But we know, but this solution needs to take into account the demand of each household and of the industry to better assess demand and to adapt the technology. So based on sustainable resources and the potential of hydroelectricity. And we are currently looking into, with a TV CESA. Nous ne sommes pas séparés du global qui est nos CPDN aussi. Et nous disons qu'il faut valoriser ces ressources. Mais ce qui doit manquer, c'est la force du financement. Et au-delà du financement, comme l'a dit Nana, vraiment, cette information, communication, conscientisation du peuple. Parce qu'il n'y a pas tellement de temps. Sinon, quand nous parlons de l'énergie, nous ne limitons pas seulement l'énergie directe. Nous sommes aussi dans les bioénergies. La cuisson, c'est ça qui nous a amené à Thiévier à distribuer plus de 8200 foyers améliorés et en ajoutant cela, les lampadaires solaires, les kits solaires. Ce qui fait que nous, on veut toucher dans toute sa largesse les dimensions de l'énergie, que ce soit les renouvelables directs pour l'électricité et aussi la transition énergétique en passant par tout ce qui est bioénergie, la biomasse dans sa réduction pour que nous nous inscrivons dans le contexte du changement climatique. Donc, je ne vais pas aller loin, c'est tout juste parce qu'on m'a demandé les leçons apprises dans nos projets et les solutions que nous avons pu amener. Mais la chance, c'est que le projet PPED, le plan climat-énergie de Thiévier, a permis aujourd'hui que nous avons posé des plans d'action après la modélisation et nous avons posé des plans d'action sur lesquels nous décidons d'évoluer. Donc, c'est un peu en résumé les leçons apprises, les défis qui sont devant nos yeux et les projections un peu futures. Merci beaucoup. Thank you, Professor Akbar. Merci beaucoup, professeur Agbadi. Vous avez très bien résumé la situation locale. La demande est très élevée et il y a plus d'énergie nécessaire. On doit avoir un changement de paradigme. Et vous avez parlé également des priorités. C'est exactement ça. Les projets énergétiques doivent, et bien entendu, prendre en compte l'aspect climatique. Il y a des projets de sécurité, il y a des projets de développement économique et c'est ce qu'on voit.
Nous avons des solutions qui sont parfaites pour les foyers, pour certains quartiers et pour les villes de manière générale. Et ces différentes solutions, elles sont nécessaires. Et d'ailleurs, vous l'avez dit, pour la cuisson, avec la biomasse, comment est-ce qu'on peut améliorer ces solutions de cuisson? Donc, de manière générale, c'était formidable d'avoir votre commentaire sur la situation actuelle et vos expériences. Merci beaucoup. Donc, on va passer à la session de questions et réponses. Je crois qu'il y a une question qui a été posée par Jimmy Omal. Et je donnerai la parole aux membres du panel pour y répondre. La question est la suivante. Avons-nous besoin d'énergie renouvelable et des technologies connexes sans connaître leur coût monétaire ou leur coût d'acquisition? Merci Robert. Donc, on va donner la parole à Joël. Je ne suis pas bien sûre de pourquoi il y a la fin de la question là, parce que je ne suis pas tout à fait sûre qu'il y ait des gouvernements ou des municipalités ou de clients privés qui aient dû acheter une énergie renouvelable sans avoir un devis ou une évaluation du coût. Donc, je ne suis pas sûre si la personne souhaiterait répondre ou reformuler la question parce que je ne suis pas certaine de la comprendre. Mais du moins pour moi, pour ma part, pour une meilleure adoption des plans énergétiques, et c'est ce qu'on a fait avec les villes, il y a souvent des modélisations financières qui sont faites pour voir combien ça va coûter à l'avenir, si c'est fiable ou si c'est pertinent d'acheter, que la municipalité achète ce type de solution. J'aimerais vous donner un exemple. On travaille à l'actuel avec Johannesburg sur les véhicules électriques. Nous essayons également de travailler, de voir si ça a du sens pour que les villes acquièrent des infrastructures renouvelables. Et on s'est vite rendu compte que pour l'heure, ça n'était pas viable, ça n'était pas raisonnable qu'ils achètent les chargeurs pour les véhicules électriques. Donc, on s'est penché sur une approche plus avec des partenaires. Donc, ça vous donne un exemple de ce qu'on peut faire et de l'évaluation des coûts en amont pour voir si l'investissement par les villes est une bonne solution. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Oui, non, vous avez tout à fait répondu à la question. Il est vrai qu'il y a un manque de données et un manque de transparence parfois en matière des coûts d'infrastructures renouvelables. Les coûts peuvent d'un pays à l'autre, les coûts d'un projet à l'autre peuvent changer énormément et c'est très important d'avoir plus de visibilité. Il n'y a plus de questions du public, mais je souhaiterais, moi, poser une question à Rana, à professeur Agbati et à Joël. N'hésitez pas à y répondre. Donc, ma question est, de quoi avons-nous besoin pour mettre à l'échelle l'adoption du renouvelable dans les villes? J'aimerais que vous vous concentriez sur deux aspects. Uniquement deux aspects. Donc, selon vous, les deux critères les plus importants pour la mise à l'échelle de l'adoption et de l'utilisation du renouvelable dans les villes à l'avenir. Vous pouvez peut-être donner la parole à Rana et ensuite vous répondrez, monsieur professeur Agbati, pour l'Afrique subsaharienne. Donc, Rana en premier. Donc, il est très difficile de citer deux critères. Mais pour moi, il faut un cadre de politique et il faut un renforcement des capacités au niveau des villes. Donc, ce sont les deux aspects. Surtout quand il y a un débat lié à l'énergie. C'est ce qui est assez intéressant d'ailleurs. Et Camille l'a dit, il y a différents points d'entrée au niveau des villes. Et c'est ça ce qui est important. Il faut être proche de ses concitoyens. C'est ça l'importance. Il y a une diversité, bien entendu, mais les villes, c'est un peu comme un microcosme, un microsystème.
c'est un espace réduit dans lequel on a une population dense et ça va donner une bonne indication aux gouvernements nationaux pour comprendre ce qui se passe dans les villes. Et ça veut dire que les gouvernements nationaux et sous-nationaux doivent travailler de concert. Et pour ce faire, les villes vraiment ont besoin de travailler sur sur le bilan. Il faut qu'elles fassent le bilan et qu'elles fassent le benchmark. D'ailleurs, j'aimerais partager avec vous une expérience qui m'est parue très intéressante. Il y a eu un événement BTD. J'étais au panel avec 3 maires et des représentants de gouvernements nationaux et j'ai commencé à parler d'énergie renouvelable et à quel point l'énergie renouvelable contribuait au rôle des villes et était une force motrice. Et je me suis demandé ce qui se passait parce que je me suis rendu compte que dès que j'avais parlé d'énergie renouvelable, les acteurs municipaux m'ont étiqueté comme étant une personne technique. Alors que moi, je parlais des points d'entrée, comment est-ce qu'on peut engendrer ce changement? Comment est-ce qu'on peut créer ces changements de comportement? Comment est-ce qu'on peut s'assurer que c'est pris en compte dans la planification urbaine, etc. Donc, je me rends compte que il faut accélérer ce changement en créant des espaces exactement comme celui d'aujourd'hui, où on arrive à réunir des acteurs nationaux, des acteurs municipaux, des acteurs de l'énergie renouvelable, des architectes, des planificateurs urbains, etc., de les réunir pour confronter les points de vue. Alors parfois, c'est un peu le bazar, mais c'est un peu comme l'interprétation qu'on a aujourd'hui. On a besoin d'espace où on arrive à s'entendre, à se comprendre pour créer ce changement de paradigme. Et ça, c'est essentiel. Et je crois que c'est ça qui va nous permettre d'avancer, en particulier si on a un cadre politique. Et pour revenir à la question un peu qui a été posée juste avant, c'est vrai que les coûts, ils ont baissé, les coûts en matière d'infrastructures renouvelables. Il faut des évaluations. Il faut que les différents acteurs privés et les investisseurs s'y mettent. Il y a un mythe et une préconception. Les gens croient que le renouvelable, c'est très cher. Mais nous devons travailler également avec le secteur de la finance pour les former, pour leur dire, voilà les opportunités, voilà la réalité des infrastructures et des coûts liés au renouvelable. Et je crois que dans ce cadre, les villes ont un rôle à jouer. Professeur Agbati, à votre avis, comment est-ce qu'on peut mettre à l'échelle l'énergie renouvelable en Afrique subsaharienne? Les 2 aspects que vous souhaiteriez mettre en lumière. That is, of course, essential. We need funds, but at the same time, as was said, we need to analyze the data to understand the real potential. We know there is a potential, but we need to locate this potential. And as soon as we have the figures, then we have quantitative assessments and qualitative assessment. And based on that, we can create projects, bankable projects, that can be then used in the action plans. And then and that can be used by the COMSA, for instance, to direct different projects based on these 3 pillars, because energy is related to the other pillars of climate change. And we should not forget sustainable development, because the SDGs, we have clear targets. We have clear targets to meet the sustainable development goals. So, and we also need training. There's a lack of training for beneficiaries at the grassroots, but we need to have better synergy. I talk about this, saying that we need decentralized action at all levels. And we know that at the heart of everything is the financial power. This is the nerve of everything. We should also
raise awareness among the population. We need action that allows to invest where we should invest. And we need a clear mapping of the different potentials and how we can leverage this potential with partnerships, because this is also what we need. We need universal partnerships between technical experts, between economists, between decision makers at local level, civil society stakeholders. This should all bring us together in the same direction towards our target. So energy, access to energy is a universal issue and not just a local issue. So this is my vision, and this is what I wanted to share with you. Super great. I think also the Merci beaucoup. C'est vrai qu'il y a vraiment des similarités, des synergies dans vos différentes réponses. C'est très intéressant de voir, effectivement, que vous avez une compréhension quand même qui est assez similaire, et je crois qu'on a une compréhension claire de ce que nous devons faire pour avancer, pour progresser. Si on écoute Rana, si on écoute professeur Agbati avec l'aide de Joël, je crois qu'on a tous les éléments pour avancer. Malheureusement, on est un petit peu en retard. Rana, vous vouliez prendre la parole? Oui, je voulais dire une chose. Je vais le dire en français. That are not necessarily the most common ones. In the same way, you were saying that demand can also push to energy generation to be accelerated. Privé international qui aujourd'hui ont des standards en fait sur le développement durable interne et qui du coup peuvent être des alliés très très intéressants, je pense, notamment au niveau des villes, parce qu'en général ils vont avoir des activités à proximité des villes et du coup je pensais que c'est peut-être une voie à exploiter, probablement que vous le faites déjà, mais en tout cas une voie intéressante à partager ici, des alliances avec RE100 par exemple, etc. Justement, c'est ça le fait déjà, mais c'est ce qu'on doit pousser plus encore, comme vous l'avez dit. Je suis parfaitement d'accord. OK. Merci. No, very great. Now just even a bit of more exchange. Formidable. Je suis ravie de voir encore plus d'échanges avant d'avoir à terminer cette session, parce que malheureusement le temps imparti nous manque. Mais je suis ravie d'avoir donné la parole à toutes et à tous, à nos différents orateurs. Merci infiniment. Merci de vos différentes présentations. Merci de vos efforts et merci à tous les participants à cette session. Par ailleurs, j'aimerais terminer en le disant, je l'ai déjà dit au début, on a une série d'événements. Le prochain se tiendra le prochain webinaire se tiendra le 29 avril 2021 sur les programmes de préparation pour les autorités locales africaines. Ce webinaire, il sera organisé par la CGLU Afrique. Je vous remercie beaucoup. J'espère que vous avez beaucoup appris sur l'Afrique subsaharienne, sur les étapes à venir et les étapes nécessaires pour faire en sorte que les villes obtiennent les mandats nécessaires pour avancer, puisque les villes sont l'élément crucial pour ce changement. Merci beaucoup à Rennes 21, merci pour ce rapport, merci pour les présentations. N'hésitez pas à le télécharger, à le lire, parce qu'il vous fournira encore plus d'informations que ce que nous vous avons donné aujourd'hui. Si vous ne l'avez pas encore fait, bien entendu, n'hésitez pas à adhérer à la newsletter de la COMSA. Et sur ce, je vous remercie, je vous dis au revoir et bonne journée. Au revoir. Merci.